Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, Wivo et Davin vont explorer l'une des œuvres cinématographiques les plus emblématiques et profondément touchantes de tous les temps. Et ce n'est pas rien. En plus, il s'agit de mon film préféré. Alors, installons-nous bien confortablement au coin du feu pour découvrir La vie est belle, une ode à l'amour, à l'humour et à l'espoir. Bonjour, bonsoir, je suis Wivo, il est Davin, et cette fois on remonte dans le temps avec un film de 1998 qui est sorti précisément le 21 octobre 1998. C'est une fable de Roberto Benigni. La vie est belle. Mais d'abord, on va demander à Davin si la vie est belle. Est-ce que la vie est belle ? Est belle. La vita est belle. Je trouve ça tellement plus beau comme ça. C'est vrai, c'était magnifiquement dit. Et oui, c'est le retour des émissions rétro-découvertes. Mais alors, par contre, j'ai été choqué. Et oui ! J'ai été choqué. Je sais pas si t'as fait le même truc. Mais j'avais l'impression qu'il était plus vieux, ce film. Oui, ouais, moi aussi. Même au niveau de la réalisation et tout. Alors, est-ce que c'est parce que c'est italien ou je sais pas, mais ouais. Bah, je même sais le pas, grain parce de qu'en fait, l'image. ouais, mais exact. Mais je m'étais fait exactement la même remarque pour un film que j'ai regardé il y a pas si longtemps, que je regardais quand j'étais gamin. C'est tu sais, les deux films de Marcel Pagnol, La gloire de mon père et Le château de ma mère. Et bah pareil, dans ma tête, c'était des vieux films. Et pareil, ils sont sortis autour des années 97-98, je crois. Au moins 90, entre 90 et 2000. Et pareil, même à regarder aujourd'hui, voilà, il y a un grain qui est fait à l'ancienne. Et voilà. Donc je sais pas pourquoi, c'était un choix artistique ou pas, ou alors peut-être tout simplement à côté, c'est qu'il y avait des gros films américains, tu sais, les Jurassic Park, les trucs comme ça, qui eux avaient une sorte d'avance technologique. Et tu parles de Jurassic Park, je viens de le noter sur Google pour voir la date. Parce que je me rappelle plus 93. La date exacte de quand il est sorti. 93. 93 il me semble. Hein. Purée, mais oui, c'est hallucinant. Si c'est bien ça, c'est hallucinant, ouais, parce que le grain de l'image de Jurassic Park est fait beaucoup plus récent. Ouais. Donc, et pourtant, bah ouais, il n'y a pas. Après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que Jurassic Park a été remasterisé, etc. depuis, et ça se trouve, nous, on a en tête aussi l'image d'aujourd'hui qui est en 4K et tout le truc, et du coup, ça passe mieux à l'image qu'à l'époque directement. Il y a peut-être ça aussi qui joue. Hein. Les films comme ça n'ont pas eu des gros remasters de dingue. Ouais. Mais je pense que tu as raison, hein. C'est le fait que ça soit là, Jurassic Park, c'est un film hollywoodien. C'est un petit peu un blockbuster, donc il y avait beaucoup plus d'investissement en termes d'argent et tout. Donc peut-être que ça jouait sur la caméra. Et sachant que là, pour le coup, pour La vie est belle, Roberto Benigni, il est acteur certes, mais c'est aussi le réalisateur et le scénariste. Et c'était son premier film. C'est quand même. Ouais, c'est hallucinant. Je trouve que c'est déjà rien que ça. Bah c'est beau, j'ai envie de dire. Ça, c'est rare. Maintenant, je trouve que c'est rare en fait de voir quelqu'un qui fait tout. Tout, ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Même si, ça arrive quand même. J'ai regardé un film de Franck Gastambide cet après-midi justement. C'est un autre style. Hein. Mais pour le coup, lui aussi. Alors, on aime ou on n'aime pas ce qu'il fait, Gastambide, mais pour le coup, bah, il fait un peu tout lui aussi. Hein. D'ailleurs, même il y a un côté. Je me suis vraiment fait la remarque, parce que j'ai regardé ce film de Gastambide, là, ça s'appelle Medellín, ou je sais plus quoi, truc en Colombie, là, sur Amazon en ce moment, là. Et du coup, c'est vrai que lui, bah, depuis le film Les Racailles, il a fait Taxi, il a fait Pattaya, un truc comme ça. Et à chaque fois, il réalise, mais il est aussi en acteur principal, etc. Et je m'étais fait la remarque, comparé, tu vois, à Roberto Benigni, qui fait la même chose, mais qui incarne un personnage assez humble finalement. Je trouve que Gastambide, il y a un truc un peu plus gênant parce qu'à chaque fois il incarne le héros, un peu beau gosse, un peu qui sait super bien conduire. Ça fait un peu l'impression que le mec qui fait des films pour se faire un peu kiffer, tu vois. C'est toujours lui qui chope la belle nana dans le film, etc. Tu vois. Je me suis fait la remarque là parce que du coup les deux on peut les comparer pour le coup à ce niveau de, parce qu'il faut quand même du talent, qu'on aime ou pas Gastambide, je trouve il a quand même beaucoup de talent, tu vois.
Mais voilà, c'est vrai qu'il y a un changement de mentalité. Et d'ailleurs, c'est même la remarque que je me suis fait. C'est vrai que ce film, La vie est belle, du coup, on avait dit que les rétro-découvertes, ça serait des films qu'on culte, mais vieux. Et du coup, qu'on allait redécouvrir pour en parler en émission, ça nous pousserait, tu vois, à découvrir des vieux films. Est-ce qu'il est vraiment vieux, du coup, celui-là? Est-ce qu'on peut le considérer comme une rétro-découverte? Dans ma tête, je m'étais dit ça. Est-ce qu'il est assez vieux ou pas? Je ne sais pas. Je pense que de toute façon, tout simplement, ce sera avant les années 2000. Je pense qu'on gardera cette rubrique rétro-découverte. Et contrairement, c'est un film que j'avais vu il y a très très longtemps. La vie est belle. Ouais. Tu l'avais déjà vu toi aussi, ouais. Oui, mais pareil, il y a très très longtemps. Très très longtemps, et du coup c'est assez intéressant parce que du coup j'ai pas eu du tout le même sentiment pour ce second visionnage, parce que je l'avais vu qu'une seule fois. Ok. Donc et du coup je l'avais vu, je sais pas quel âge j'avais. Parce que je me suis même posé la question, est-ce que c'est pas un film que tu peux faire regarder à tes enfants? Est-ce qu'il y a tout un truc que les enfants vont pas voir en fait, mais que toi tu vas voir, mais que l'enfant lui passera à côté, il verra que les scènes un peu marrantes? Je me suis posé la question, tu vois. Après, il faut quand même expliquer le contexte, ça dépend de l'âge du gamin derrière. Mais... Ouais, parce que je pense comme ça de prime abord, il est tout public, mais effectivement, l'enfant qui va regarder, je pense qu'il verra pas tout le rapport à l'Holocauste, tout le rapport au camp de concentration. Il se basera juste sur l'amour entre le fils et son père. Donc j'ai hésité d'ailleurs à le regarder avec ma fille. Ouais. Je savais pas trop. C'est vrai que je me suis posé la question moi aussi. Ouais. Après, je pense que je lui ai déjà parlé en plus de. Quoi, elle a 9 ans, donc je pense qu'elle aurait l'âge. Ouais. Après, je sais pas, ils ont pas encore appris ça à l'école, de toute façon. Non, mais moi, alors je sais plus comment. Mais si, on avait fait le jeu Le Soldat Inconnu. Oui, exact. Ubisoft. Donc on avait. Ouais, voilà, qui est un jeu splendide, d'ailleurs. Sur la guerre mondiale, donc on avait déjà. C'était la première guerre mondiale, ouais. Okay, ouais. C'était la première, par contre, ouais. Mais du coup, on était. Alors, je sais plus comment, mais j'ai été amené à parler de ce sujet, à parler des nazis et d'Hitler, plus particulièrement. Okay. Donc, c'est pour ça que là, j'ai hésité. Bon, du coup, je l'ai pas fait, mais je pense que tu peux. C'est un film que tu vas mettre de côté, qui, même ou au pire, quand tu vas commencer à en entendre parler à l'école, ce sera peut-être le moment, je sais pas. D'ailleurs, Jojo Rabbit. J'ai pensé à Jojo Rabbit parce que pareil là je l'ai tapé pour pas écorcher le nom du réalisateur qui est aussi scénariste qui est aussi acteur du coup vrai, comme Roberto Benigni. Moins important quand même que... Oui, c'est ça. Moins important. C'est Taika Waititi. C'est ça. Qui est un nom un peu particulier. Et oui, c'est vrai pareil. Ouais. Quand ce film La vie est belle m'a fait beaucoup penser à Jojo Rabbit. D'ailleurs, ça c'est vrai. Parce qu'on vous avait fait une émission à l'époque. Et je crois que d'ailleurs, alors il faut que je re-regarde les stats, mais je crois que c'est l'émission la moins écoutée de tout notre podcast. L'émission Jojo Rabbit. En même temps, oui, c'est pas un film qui a cartonné, etc., qui a eu un très bon retour critique, Jojo Rabbit. Nous, on avait adoré, c'est pour ça qu'on vous en avait fait une émission. Mais du coup, c'est pas un film ultra populaire. Et du coup, c'était marrant de voir à quel point... C'était l'émission la moins écoutée pendant très très longtemps. J'ai pas été voir du coup, donc je sais pas aujourd'hui, mais pendant un long moment, c'était marrant. Mais je crois que, par contre, lui était un peu plus violent. Un peu plus violent, ouais. Donc spoil pas bien entendu, mais pour moi il était beaucoup plus dur. Mais pour les enfants, la vie est belle. Je trouve que ça reste dans la poésie tout au long. Tout à fait. Je pense tout au long du film, ça reste dans la poésie globalement. Ouais. C'est la force, je trouve, de ce film. D'ailleurs, qui a été nominé 7 fois aux Oscars en 98. Il en a eu 3, je crois. Et qui a eu, c'est ça, 3 Oscars. Il a eu Oscar de la bande son, Oscar du meilleur film étranger et Oscar du meilleur acteur, donc pour Roberto Benigni. Et d'ailleurs, c'est seulement la 2e fois qu'un réalisateur et donc acteur de son propre film a l'Oscar du meilleur acteur. Donc lui, il peut se vanter d'avoir eu cet Oscar. Moi, j'avais vu l'info que c'était le 2e acteur qui gagne l'Oscar l'Oscar du meilleur acteur, alors qu'il a tourné dans un film en langue étrangère. C'est que le 2e. Et tu sais, c'est qui le 2e du coup? C'était l'Oscar du meilleur film étranger. Non, mais c'est qui le 2e acteur qui a eu l'Oscar du meilleur acteur alors qu'il a fait un film dans une langue étrangère? Ah, ça, je sais pas. C'est Jean Dujardin.
Voilà, il y en a que 2, c'est Roberto okay. Benigni et Jean Dujardin, c'est les 2 seuls. Voilà. Il y a eu des étrangers qui ont gagné l'Oscar du meilleur acteur, mais ils tournaient dans un film qui était en anglais, quoi. Là, c'est les 2 seuls en fait qui ont eu l'Oscar, alors que leur film en plus n'est même pas dans la langue, donc c'est pour dire à quel point. Voilà. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as été voir vite fait sur YouTube, moi je vous le conseille à tout le monde quand il reçoit ses prix, parce qu'il a reçu aussi le prix des membres du jury au Festival de Cannes. Et il y a des vidéos qui sont devenues cultes de quand il reçoit le prix, etc. Il se jette aux pieds. C'est Martin Scorsese d'ailleurs, je crois, qui était président cette année. Ouais, c'est ça. Et moi je l'ai. Ouais. Vu que j'ai le DVD collector, et ça fait un moment que je l'ai d'ailleurs, qui traîne dans ma médiathèque, on va dire. Et j'avais jamais regardé. Et justement, il y a ces fameuses séquences. Ouais. Il y a même une séquence avec le grand PPDA. Ton modèle, c'est tellement malaisant. Quand tu regardes ça, je l'avais trop bizarre, quoi. Et du coup, ouais. Et du coup, moi, en fait, pareil, je savais que Roberto Benigni, c'était on va dire une star qui avait marqué ma jeunesse. Mais je savais plus pourquoi, parce que quand on m'interrogeait, t'aimes quoi comme film de Roberto Benigni, je te disais, je sais qu'il y a La vie est belle, mais à part ce film, je me dis, même aujourd'hui, je sais qu'il a fait un Pinocchio récemment, mais j'ai même pas d'autres idées en tête. Et du coup, en fait, là, en m'intéressant pour l'émission un peu à Benigni, justement, je me suis rendu compte que ce film, en fait, il est de 97. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il a dû faire la tournée de tous les plateaux français, etc. Et c'est là, en fait, que j'en ai entendu parler. Et pour moi, c'était un ancien acteur. C'est pour ça que ça me semblait beaucoup plus vieux. Parce que comme j'étais gamin, pour moi, tu sais, quand t'es gamin et que tu vois des stars, pour toi, c'est des icônes, toi, c'est des mecs qui sont en place, c'est des adultes déjà par rapport à toi qui est enfant, etc. Et ça instaure, toi, un truc, une sorte de sentiment d'autorité, tu vois. Stars, quoi. Et maintenant, quand on vieillit, même un mec qui va avoir un Oscar, tu vas dire, c'est pas une vraie star comme à l'époque, avec des icônes, etc. Mais je pense que c'est tout simplement à cause de l'âge. Tu idolâtres moins. Ouais. C'est parce que je me faisais la réflexion, par exemple, pour Jean Dujardin, par rapport à Louis de Funès. Parce que Roberto Benigni, justement, c'est un personnage qui m'a rappelé un peu Louis de Funès, mais ça, j'en parlerai un peu tout à l'heure. Et je me disais, en fait, c'est impossible de mettre Louis de Funès au même stade que Dujardin. Enfin, Dujardin au même stade que De Funès. Que De Funès, c'est une légende, etc. Mais au final, je me dis, mais De Funès... je crois qu'il a un peu plus de 20 ans de carrière, parce qu'il a commencé très tard, il a commencé après ses 30 ans, De Funès, et il a une vingtaine d'années de carrière, et donc il a fait je sais pas combien de films pendant ce temps, et il y a plein de films en fait que même personne n'a vu, personne ne connaît en fait, et on garde que ses chefs-d'œuvre, tu vois, De Funès, et du coup on l'élève au rang de superstar, etc. Que Dujardin, peut-être qu'il le sera il sera au même stade en fait que De Funès, mais pour les générations qui sont enfants maintenant, tu vois. Qui eux vont se prendre, ils vont enlever tous les films un peu moyens de Dujardin, ils vont retenir que les grands et ils vont les enchaîner, et pour eux ça va être ce même genre d'icône qui nous est à ce niveau-là. Et du coup Benigni, moi c'est vrai que j'avais un peu ce rapport là, alors qu'au final je sais même pas si gamin j'avais vu un film de Benigni, hein. Parce que La vie est belle, je me rappelle pas l'avoir vu gamin, je l'ai vu ado mais je l'ai pas vu gamin. Moi j'ai un peu le même sentiment, alors je sais pas si c'est exactement pareil, mais pour moi, parce que là Roberto Benigni, il a 70 ans là actuellement, donc il est pas si vieux du coup, mais voilà. Mais pour moi il était beaucoup plus, mais je pense que ça rejoint d'une certaine manière ce que tu dis, il était beaucoup plus vieux pour moi. Et je me rappelle de lui. Il était gamin. Voilà. Et je me rappelle de lui quand j'étais gamin, en fait, je me rappelle justement de ça, de ce qu'il a fait en fait pendant les Oscars, pendant le prix qu'il a reçu, son côté très affectif, le fait d'enlacer tout le monde, d'être ultra joyeux. Ça m'avait marqué quand j'étais petit. Je trouvais que c'était... alors maintenant je le pense plus, hein, mais je trouve que sa bienveillance, elle explose. Il a une générosité dans sa bienveillance qui est sincère. Et je trouve qu'il est rare, et du coup c'est agréable à voir. Ouais, et puis pour le coup, quand je le voyais petit... exactement, ce comportement, pareil, je me suis fait la réflexion. C'est ça qui est bien avec ces rétro-découvertes, c'est qu'en fait, ça nous fait... Soit c'est des trucs qu'on connaît pas du tout, soit c'est des trucs qui ont marqué notre enfance sans qu'on s'en soit rendu compte. Et là, de redécouvrir aujourd'hui, en fait, on se rend compte de l'impact que ça a. Et la réflexion que je me suis faite, c'est que Roberto Benigni, pour moi, c'est dans ma tête, c'est la caricature de l'italien.
C'est le mec qui parle avec ses mains, qui est bonjour, oui, non, bon. Oui, c'est vrai. Enfin, c'est le cliché, tu vois, de l'italien. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas à cause de lui, enfin grâce ou à cause de lui qu'on a cette caricature de l'italien? Est-ce qu'il y a d'autres images? Est-ce que nous, notre génération, on a cette image-là en partie via lui, en fait, tout simplement? Je me suis posé la question aussi, tu vois. Et du coup, ça pose aussi, tu vois, la question de l'importance de la culture. Parce que je me dis que vraiment, Roberto Benigni, il m'a tellement marqué quand j'étais gamin que forcément, il a influencé une partie de comment j'imaginais de manière inconsciente les Italiens, tu vois. Ah bah forcément. Sans entrer dans les Forcément, clichés, ouais. tu vois. Mais je me dis, ça a joué. Et du coup, t'imagines la puissance d'un film, d'un acteur. Je trouve ça hallucinant, quoi. Ah oui, forcément, ça te donne des images, pas des idées préconçues, mais inconsciemment, oui. De toute façon, à travers les médias, hein, clairement, ouais, ça nous donne une image des Italiens particulière. D'ailleurs, ce truc-là, ça me fait penser à... Souvent, je pense à ça, à l'anecdote que tu m'avais racontée une fois, avec l'acteur dans Prison Break, qui est T-Bag, voilà, cherchez. Le taré. T-Bag. Ouais, le taré, ouais. Dont une femme, par hasard, en fait, s'était retrouvée dans l'ascenseur avec lui, et elle avait eu peur de lui. Oui, avec elle avait l'acteur, confondu, pas avec le en fait, personnage, avec l'acteur, quoi. Avec l'acteur, ouais. Ah bah, lui, en plus, il a vraiment une tête de psycho, quand même. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Il a la tête de l'emploi, un petit peu, ouais. Cette tête de taré qu'il a. Mais des fois, ouais, ton cerveau, après, il... Ouais, mais c'est ça aussi qu'il faut se dire. Avec le cinéma, il y a des castings qui sont faits. Et du coup, pour incarner un tueur en série, on va prendre un mec avec une tête de psychopathe. Tu vois, c'est plus flippant, c'est plus. Puis l'émotion passe plus vite. Tu sais, souvent, on le disait avec les mangas, trucs comme ça. Il y a des personnages qui sont souvent très caricaturaux. Mais comme ça, en fait, tu les intègres très rapidement et tu t'attaches beaucoup plus vite à eux ou tu les comprends beaucoup plus vite sans besoin de broder pendant des heures. Tu vois. Mais du coup, c'est aussi un problème. C'est que du coup, on se crée des images préconçues des gens. C'est ça. Alors qu'il peut y avoir, ça se trouve, Roberto Benigni, c'est un immonde tueur en série, tu vois, alors qu'il est ultra joyeux c'est un personnage, tu vois. Mais c'est vrai en plus. On se rend même plus compte en fait on a l'impression, on sait que le cinéma c'est de la fiction, mais je le dirai jamais assez, mais le cinéma a un rôle très important. Ils doivent faire attention quand ils font des choses, parce qu'en fait ça crée quand même une réalité inconsciente, mais ça crée une réalité forcément chez tout le monde en fait. Donc, d'ailleurs, le film là de Roberto Benigni avait fait un peu polémique, une mini polémique à sa sortie. Je trouve une polémique encore une fois qui n'est pas justifiée, du fait que historiquement, ce que présentait Roberto Benigni dans son film, c'était pas réel, c'était pas tout à fait réel. Oui, il a arrangé le truc à sa sauce, pour que ça colle avec son histoire, mais oui, bien sûr. Bah, c'est ça. Bah, lui, il l'a dit clairement. Il dit, moi, j'ai pas fait un film qui se veut historique. Moi, j'ai fait une fable, en fait, une histoire. Voilà. Et j'y reviendrai d'ailleurs en détail tout à l'heure. Mais quand on sera en partie spoil, parce que là, on parle de tout. On est encore en partie non spoil. Hein, pour les gens. D'ailleurs, ce film est extrêmement dur, je trouve, parce que j'ai regardé les résumés et qui présentent le film. Et en fait, la plupart des résumés, en fait, ils racontent la deuxième partie du film. Directement. Ah oui, ok, ouais. Mais en même temps, moi, si je devais te raconter l'histoire vraiment en partant juste des 15 premières minutes, c'est juste de dire que c'est un Italien juif qui débarque en gros dans un village pour monter sa librairie. Sauf qu'il se retrouve, on est dans la période, on ne sait pas exactement quelle année, je crois, mais c'est la période de la montée au pouvoir d'Hitler et des nazis. Hein, et on savait que l'Italie à ce moment-là était très, très proche du parti nazi. Et du coup, voilà. C'est un jeune libraire, un jeune juif libraire qui veut ouvrir sa librairie et qui se retrouve un peu confronté au problème de ce moment-là de l'histoire. Et en même temps, il va faire la rencontre d'une jeune femme dont il va tomber amoureux. Et voilà. Mais du coup, tu dis, mais en fait, tu ne parles pas du tout de l'essence même du film, du truc pour lequel ce film est culte, tu vois. Là, tu as l'impression que c'est juste un petit film, comme tu as vu je sais pas combien de fois. C'est vrai qu'il n'est pas évident à vendre. Et d'ailleurs, il est très spécial dans sa narration. Hein. C'est très rare. En fait, globalement, c'est un film en 2 parties, mais très distinctes. Ah oui, mais tout à fait, complètement. Et ce qui fait que ça fonctionne d'ailleurs. Hein. Ça marche tellement. C'est cette volonté-là d'avoir fait ça en 2 parties. Ouais. Ça, tu comprends
mieux le personnage, je trouve. Et du coup, le personnage se glisse mieux pour la suite. Et un truc, par contre, intéressant là, par rapport à la mini-polémique qu'il y a eu, c'est que malgré qu'il ne voulait pas faire un film historique, il n'a pas non plus fait n'importe quoi. Déjà, c'est son père qui a été déporté. D'accord. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il a eu ce concept-là. Mhm. Et il a quand même fait appel à un historien italien qui s'appelle Marcello Pezzetti, D'accord. et aussi à des rescapés. Ok. Donc il a pas fait n'importe quoi, j'ai envie de dire. Donc, bon. Oui. C'est pour ça, encore une fois, c'est toujours des polémiques. C'est fatigant en fait, c'est que tu prends le film peut-être au premier degré et tu vois pas toute la profondeur qu'il y a derrière, parce que c'est un film qui est magnifique en fin de compte. Donc, oui, c'est ça. À chercher tout le temps les défauts, en fait, tu passes à côté souvent En fait, tu vas voir un film et tu l'aimes pour ses qualités, et même il n'y a aucun film qui est parfait de toute façon. Et si tu es là pour chercher des défauts, en fait, tu les trouveras. Donc, dans tous les cas. Ah oui, c'est clair. Bon, bah du coup, moi je te lance pour que tu donnes ton avis, mais sans spoiler pour l'instant. Ok. Bon, globalement, vous avez compris que j'aime ce film, qui est particulier, mais c'est un film, là, le fait de le revoir, en fait, j'étais direct dedans, je l'ai regardé d'une traite. Bon, après, en plus, il n'est pas très très long, globalement. Non. Mais je trouve, en fait, je ne saurais même pas expliquer pourquoi. Je le trouve marquant, peut-être son ambiance musicale. C'est vrai que ses musiques, sur le coup, m'ont pas marqué, mais j'ai réécouté un peu la bande-son, là, aujourd'hui, et finalement, il y a des morceaux que vraiment je kiffe, en fait. Il y a un côté un peu mélancolique, il y a un côté un peu comédie dramatique que moi j'affectionne beaucoup, on l'a déjà dit. Mais là en plus c'est extrapolé à un niveau que... tu vois, je t'avais dit tout à l'heure, je le mettais un peu en lien avec Louis de Funès, Roberto Benigni, parce que je trouve... Enfin, il m'a fait penser à Louis de Funès, sauf que ce qui est très drôle, c'est que c'est l'antipode des personnages de Louis de Funès. C'est le même genre d'humour, très clownesque, sauf que De Funès, il incarnait quasiment tout le temps des connards. Et Benigni, lui, c'est l'inverse. C'est le même clown, c'est les mêmes gags, mais avec un personnage ultra gentil, ultra bienveillant. Ouais, ok. Et j'ai trouvé ça marrant. J'aurais rêvé d'un film avec De Funès et Benigni. Avec les deux. Imagine genre La Grande Vadrouille, mais avec ces deux gars, quoi. Mais ça serait nul à chier, parce que ça ne collerait absolument pas, j'en sais rien. Mais j'ai pas pu m'empêcher d'imaginer. Et je me disais même, je me suis fait cette remarque, je me suis dit, aujourd'hui, il n'y a plus ce genre trop d'humour. Je trouve, en plus, moi, je suis un très gros fan du stand-up, mais je trouve qu'aujourd'hui, alors c'est peut-être moi qui du coup regarde trop de stand-up et du coup je vois plus les autres styles d'humour autour, j'en sais rien, mais je vois plus. Dans tous les cas, il n'y a pas une star ultra grand public aujourd'hui qui est aussi clownesque. Tu vois, t'avais Jim Carrey en dernier, Robin Williams à la limite, mais c'était il y a déjà plus de 10 ans. Ouais, c'était différent. Aujourd'hui, ouais. J'ai l'impression que c'est comme si même un acteur, quand il fait de l'humour, il y a un côté, je sais pas comment expliquer, il peut pas se mettre dans la... Il y a moins d'autodérision peut-être. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je sais pas. Ouais. Ce genre d'humour, moi, me manque un petit peu, qui est très cartoonesque, et peut-être que limite, on le retrouve plus dans les animés, dans les films d'animation, ce genre d'humour, mais plus du tout dans les films, quoi. Je vois pas une star, un acteur comme ça, qui ressortirait aussi fortement que ces gars-là, quoi. Après, peut-être c'est moi, je sais pas. Je sais pas, ouais, en y réfléchissant, est-ce que... peut-être que... non, j'allais te dire que peut-être que les improvisations sont un petit peu plus bridées maintenant, parce que c'est ce qui faisait la force pour... Non, mais après, c'est que c'est pas le même style d'humour. Là, c'est un humour qui est très clownesque, avec des mises en scène, etc. Où l'acteur joue avec son corps, avec sa... Il y a moins ça, je trouve, globalement, aujourd'hui. Surtout Roberto Benigni, ouais. Ça fait vraiment commedia dell'arte. C'est la comédie... je crois qu'on en avait parlé pour... dans Once Upon a Time in Hollywood, le film de Quentin Tarantino. In Halloween. Le film de Quentin Tarantino. Et on avait parlé un petit peu des western spaghetti et du coup de la force du cinéma italien. Et souvent le cinéma italien a ses côtés un peu commedia dell'arte, avec cet humour-là particulier. Oui, mais même un De Funès, un Jim Carrey, des trucs comme ça. Il y avait pas mal d'acteurs dans ce genre-là, on va dire. Et aujourd'hui, c'est vrai que on est peut-être plus verbeux aujourd'hui. C'est plus le même style d'humour. Ouais, c'est vrai.
Donc bref, voilà, c'était Ouais. juste, juste la Non, remarque bah, que je ça- m'étais faite et que je trouvais que le lien avec De Funès c'était assez cool. Et d'ailleurs, il faudra qu'on fasse une émission sur De Funès. Il faut que je réfléchisse à comment. Je pense que ça va être un en deux films avec De Funès, ça peut être assez sympa. Parce que Ouais, toi, ça peut être super intéressant. t'as... Ouais, parce que moi, je le connais, hein, De Funès, mais après, Ouais. si tu me dis... si tu me demandes de citer un film de lui que j'ai bien aimé, Ok. bah, je ne sais pas. Ah d'accord, bah, ce qu'on fera, ça va être un en Ah, deux ouais. films et je vais te donner mes 2 films préférés de De Funès. Comme ça, au moins, on va faire ça, je pense. Ah bah vas-y carrément. Quitte à faire. Bref. Et donc voilà. Ça Et peut donc être pour super conclure intéressant. sur mon avis sans le film, sans spoil, bah voilà, globalement c'est vraiment un film que je conseille à tout le monde de voir. Il y a vraiment il y a une façon en fait de cacher la réalité des choses avec de la légèreté, avec de l'humour que je trouve très intelligente parce qu'il y a un moment où en fait c'est fait de manière où le spectateur est complice avec Roberto Benigni, mais il y a tout un moment en fait où on n'est pas complice, mais pourtant on vit la même chose qu'un autre personnage. Mais ça on en parlera du coup en partie spoil, mais du coup je trouve ça brillant quoi, voilà. Et c'est une belle leçon de vie C'est même beau. sur ce que tu peux ressortir de ce film. Je trouve qu'il y a pas mal de trucs très très cool. Donc restez jusqu'à la fin parce Ouais, qu'on va philosopher, hein, je peux vous le dire. Et ouais, mais en plus, j'ai resté d'autant plus jusqu'à la fin parce que j'ai des anecdotes justement sur comment tout le concept est venu à l'idée de Roberto Benigni. Ok, Et donc c'est plutôt intéressant. ok. Voilà. Et donc toi, Voilà. Et après, et moi, toi, pour la- alors Ouais. Alors, bah, moi, ce qui est assez. Ce que je disais en début de podcast, c'est que bah, du coup, le film, je me rappelais évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, de l'acteur, de sa façon d'être, très clownesque et même sa bienveillance exacerbée. Et ça, j'apprécie le personnage. Par contre, je connais bien le personnage, c'est ça qui est fou, mais ces films, bah là, à part La vie est belle qu'on cite, hein, Mhm. mais j'en connais pas d'autres en fait. Là, de limite, ça me donne envie de regarder d'autres films. Ouais, parce qu'en Euh, plus apparemment c'est ouais. un peu son style caractéristique. Ouais. Apparemment il fait beaucoup de comédies un peu dramatiques. Voilà. Ouais, Donc, ouais. C'est pas un truc Ouais, c'est ce que j'ai cru que comprendre. sur La vie est belle, mais a priori La vie est belle c'est un peu c'est celui qui est vraiment Ouais, c'est connu le must. internationalement, etc. Le reste est resté voilà. un peu en Italie quoi finalement. Ouais. Ouais, je serais curieux de le voir parce que moi, j'aime beaucoup le personnage. Et pour le coup, quand j'avais vu la première fois La vie est belle, je sais plus quel âge j'avais, hein, mais je me rappelle que j'étais ressorti de ce visionnage avec un goût un peu amer. D'accord. Avec un goût. Ça m'avait procuré en fait comme de la mélancolie. Ok. Et c'est un sentiment que j'avais pas apprécié. D'accord. Je sais pas pourquoi. Ok. C'est un sentiment d'ailleurs que il y a eu beaucoup de films. Alors moi maintenant, Mhm. mais à une époque je détestais ce sentiment-là. C'est ce sentiment de tristesse, un mélange de tristesse et de joie, Ok. ou de penser à quelque chose de joyeux mais qui est passé, donc qui est fini. Ouais. Ça me provoquait en fait plus de tristesse qu'autre chose, tu vois. D'accord, ok. C'est trop bizarre. Ok, ok. Et je crois que ce film, justement, c'était le paroxysme de ça. Ça me provoquait ce sentiment-là. Et du coup, je me rappelais pas du tout. Ah ouais. Des grandes lignes, si tu veux. Mhm. Ouais, des grandes lignes après. Mais voilà. Et du coup, là, en le revoyant, est-ce que du coup, mon état d'esprit a changé sur la mélancolie? Bah complètement. Là, j'ai surkiffé. J'ai surkiffé le film. Je trouve Ouais. qu'il est magnifique. Passons à la partie spoil. Après cette longue promotion de ce beau film. Ça va, ouais. Mais tu savais que l'actrice du coup qui joue l'épouse de Guido, donc de Roberto Benigni, Ouais. dans le film, c'est son épouse. Ah, je me suis C'est posé la réellement son question épouse. parce que du coup j'ai regardé le moment où il reçoit le prix du jury à Cannes. Et Ah bah oui, justement, on la voit. Il dit cette phrase qui est restée un peu connue de dire que il remercie ses parents parce que c'est eux qui l'ont fait passer du ciel à la terre, et il remercie cette femme justement, je sais plus comment elle s'appelle, parce qu'elle l'a fait Nicoletta Bracci. elle l'a fait redécoller au ciel. Voilà. Et je me suis dit oula, ils sont ensemble ou quoi là parce que sinon. Oui. Donc, Ouais, c'était du beau. coup ils sont ensemble. Ouais. Ok, Ouais. cool. Et il a voulu absolument que ça soit elle en fait qui participe au film. Ok. Parce que, déjà parce que c'est sa femme, hein. Mhm. Concrètement peut-être que ça marchait mieux, et aussi dans le sens où elle pouvait ajouter un peu l'atout tragique du film, Ok. ce que lui n'a pas,
Parce que lui, Ouais. selon lui, il considère que c'est lui le clown. Oui, ils auraient pu faire l'histoire voilà. que lui avec son fils finalement, mais elle, c'est vrai qu'elle apporte quelque chose. Puis même moi, je trouve, maintenant qu'on est en partie spoil, on peut en parler, ce film en 2 parties. Parce que du coup, c'est ce que je reproche, c'est qu'à chaque fois que tu lis les résumés, etc., je sais même pas, toi, à l'arrière du DVD, je sais pas si tu l'as avec toi, comment il résume le film. Ah non, je l'ai pas là. Mince. J'ai le petit livret, mais non, j'ai pas le. Parce que la plupart des. Moi, à chaque fois que je regardais, même vous allez sur Allociné, des trucs comme ça et tout, et ben ils spoilent en fait la deuxième partie. Ils disent un père se retrouve dans un camp de concentration avec son fils et va lui faire croire que c'est un grand jeu pour lui cacher les horaires, blablabla. Et je fais ouais, mais en fait, déjà tu spoil la deuxième partie. Moi, je me rappelle justement, j'étais au courant de ce concept la première fois que j'avais vu le film. Et quand j'ai démarré le film, j'ai fait mais attends, je me suis pas en train de me tromper de film là. Ça n'avait aucun rapport, tu vois. Oui, au bout d'une heure, il y a toujours même pas d'enfant, tu vois. Donc t'es là, attends, est-ce que c'est le bon film que je suis en train de regarder, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Je me rappelle la toute première fois, je m'étais fait cette réflexion parce que j'étais au courant de ce qu'était La Vie est belle. Je crois que je savais même la fin. Voilà, je m'étais fait spoil à l'époque parce que je l'ai vu du coup quand j'étais ado. D'accord, ok. Ouais. Et du coup, je savais ça et du coup, quand j'ai démarré le film, j'ai fait mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi. C'est une histoire d'amour, il y a aucun rapport. Donc c'était voilà, ça m'avait paru bizarre, mais aujourd'hui c'est ce que je trouve tellement génial parce que ça présente tellement les personnages. Et ce que je te disais tout à l'heure que je trouve génial, c'est que dans la deuxième partie, du coup, il va jouer à un jeu avec son fils pour lui cacher, on va dire, les horreurs de la guerre. Donc là, tu vois, tu es complice avec lui parce que toi, tu sais que c'est l'horreur. Et pendant toute la première partie du film, en fait, il se passe plein de trucs horribles en background, mais du coup, tu es dans la comédie. T'es en train de suivre un personnage un peu clownesque qui joue justement de tout ce qui est en train de se passer, mais c'est en fond mais beaucoup plus léger. Tu vois des trucs très graves, mais dans le film sont traités de manière un peu légère. Et du coup, j'ai eu vraiment ce sentiment que en fait, la première partie, on est en train de jouer avec le spectateur. Le spectateur n'est pas totalement inconscient du contexte historique, hein, bien entendu, mais il présente le tout dans un truc très, très bon enfant, on est limite dans une comédie simple. Je vois ce que tu veux dire. Et on cache un peu l'horreur, alors qu'il y a des trucs déjà hardcore dans la première partie, en fait, ce qui sont en train de se passer dans le village, quoi. Il y a des trucs... Voilà, et il y a même un discours d'un directeur, tu sais, qui va faire un discours sur la race dans une école, etc. Enfin, il y a des trucs vraiment très très glauques tout à fait, qui sont mis en place, mais à chaque fois, justement, on est emporté par Benigni qui rend tout ultra joyeux, etc. Et ça, j'ai trouvé ça, c'était juste génial. Et du coup, ces 2 parties, je trouve ça brillant, et puis en plus, c'est que ça permet de présenter les personnages, d'avoir un contexte, etc., qui renforce du coup la deuxième partie, puisque s'il y avait un film entier sur le camp de concentration, déjà, ça serait long, quoi. Ça serait très, très long. Et puis ça, est-ce que ça passerait aussi bien? Parce que là, du coup, grâce à la première partie, je trouve que Roberto Benigni t'apprend à connaître le personnage, et déjà, tu vois qu'il utilise l'humour quasiment tout le temps, mais qu'il a tendance pas à mentir. Enfin, encore que si, dès le départ, en fait, il ment, il se fait passer pour le prince Guido, mais il arrive très vite à improviser et à mentir, mais de façon bienveillante, pour faire plaisir à une personne. Genre la scène où t'as quelqu'un qui arrive dans le restaurant, alors je sais plus, ça semble être un haut gradé qui arrive dans son restaurant et qui veut manger vite fait, sauf que les cuisines sont fermées. Oui. Et t'as vu ce moment d'impro qu'il fait, en fait, mentaliste, il voilà, c'est ça, c'est ça. Et ouais, c'est ça. Ouais, voilà, il fait croire que... Il y a pas mal de scènes comme ça, moi, que j'ai trouvé relativement culte, même en termes de comédie. Il y avait cette scène-là, et puis il y avait la scène aussi quand il est en train de séduire justement sa dulcier, sa princesse. Et tu sais, quand il y a tous les personnages qu'on a croisés depuis le début du film, genre celui qui arrête pas de lui voler son chapeau, l'autre qui balance les clés par la fenêtre, etc. Et du coup, en un rencard, il fait croire que il y a une force supérieure, tu vois, qui en priant très fort, il va obtenir ce qu'il veut, tu vois. C'est clair, c'est clair. Coup, ça, c'est très drôle parce que c'est mis en place sur tout le début du film. Puis là, il y a une sorte de chute où tout se regroupe au même moment pour que tout colle lors de son rencard, quoi. Ah, c'est pour ça, ce jeu de rôle, il le fait avec quasiment tous les personnages. C'est vrai. Et du coup, ça colle tellement bien après pour la deuxième partie.
Oui, il le fera là du coup qu'avec son fils. C'est ça, de manière beaucoup plus dramatique pour le coup. Où là, il y a un sentiment de malaise qui est installé, de malaise mais aussi de rire quand même. Il y a vraiment une poésie qui se dégage de ce truc, en fait, de l'horreur, réussir à l'adoucir. En plus avec le gamin, il y a vraiment une poésie qui se dégage de ce film que j'adore. Ouais, parce que tu te rends compte que c'est assez bizarre, mais tu peux arriver, là c'est surtout pour son enfant, mais il arrive malgré tout à faire sourire son enfant alors qu'il est dans un des trucs les plus dramatiques qui soit, il est dans un camp de concentration. Et il est censé d'ailleurs se faire zigouiller le gamin, et il va se cacher tout le long. Son père va... Et même il y a un moment, ça fout le doute, parce que t'apprends du côté de la mer, je crois que c'est du côté de la mer, que les gamins, oui c'est ça, que les gamins quand ils vont à la douche, en fait c'est pour concrètement aller dans la chambre à gaz, et à un moment donné, le petit, il rejoint Guido, qui est en train de travailler, qui porte des enclumes extrêmement lourdes, et il dit ils veulent que j'aille à la douche, mais moi j'ai pas envie, et t'as Guido qui insiste, si, il va à la douche. Et là tu fais non, c'est horrible, ouais. Et en fin de compte il va pas y aller, mais heureusement quoi, là un peu tout pouvait changer quoi. C'est clair. Et parce que c'est le seul gamin en fait qui va rester, qui va concrètement, vu qu'il va se cacher, c'est ça. Du coup c'est ultra pertinent, je trouve, l'humour qu'il a. Ouais, parce qu'on disait qu'il présentait qu'il a pris des libertés, etc. Donc par exemple, je sais que les enfants du coup étaient exécutés dès l'arrivée au camp. Normalement, ils restaient pas dans une chambre, etc. Mais je trouve c'est la force du truc aussi, c'est qu'il présente justement quand même le fait qu'on tuait des gamins parce qu'ils étaient inutiles à la main d'œuvre, et les personnes âgées aussi. Ça, c'est des trucs vrais quoi. Et c'est ça qui est fort. De toute façon, il y a beaucoup de films de toute façon sur la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y a eu tellement d'horreur qu'on est vraiment confronté à l'horreur humaine, à son apogée. Du coup, ça gagne en dramaturgie forcément dans une œuvre, le fait de se dire qu'en plus ça existe. Tu vois, si ce film, au lieu que ce soit les camps de concentration, imaginons que ce soit dans un tout autre univers ou je ne sais quoi, le film n'aurait pas la même portée. Là, c'est vraiment de se dire que réellement, le quotidien qu'on voit, il y en a qui ont vécu ça. En fait, c'est tellement inimaginable que ça donne une puissance, je trouve, de narration assez folle, quoi. Quand il y a eu la projection à Milan, où du coup tu avais la communauté juive qui a regardé le film, et donc Roberto Benigni, il était un peu en stress de savoir si ça était bien accueilli ou non. Il y a eu un applaudissement c'est vrai que total. C'est pas évident quand t'es réalisateur de présenter ce genre de truc. C'est vrai que ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. Ça peut très vite ne pas faire rire. En fait, il faut réussir quand même, je pense, à faire rire sur ce genre de sujet. Si t'as le malheur en fait de pas être assez bon, ça peut vite tourner à l'inverse, tu vois. Où en fait, qu'est-ce que t'es en train de foutre, tu te moques. C'est très casse-gueule comme. Ouais, c'est ça. Souvent, c'est ça qui est chaud. Souvent, on se plaint, on peut plus rien dire, à chaque fois, on se fait défoncer, etc. En fait, on peut rire de tout, je pense, mais il faut vraiment avoir du talent, en fait, tout simplement. C'est que aujourd'hui, je trouve qu'il y a tellement beaucoup de gens qui peuvent s'exprimer, qu'il y a beaucoup de gens qui le font avec moins de talent que d'autres. Et du coup, quand t'as pas de talent et que tu fais pas rire, c'est vrai que ça peut être limite sur certains sujets des fois. Mais ouais. Mais d'ailleurs, il y a là, ça sert aussi, toute la première partie sert à ça aussi. Si tu démarrais directement dans les camps de concentration, t'aurais pas le contexte. Je pense que c'est ça, voilà. En fait, tu comprends pas. Là, encore une fois, ça rend le personnage cohérent, même par rapport à son fils et tout. Ouais. Et du coup, ça passe, je pense. Et c'était, je pense, essentiel qu'il y ait cette première partie. Sinon, ça aurait été bizarre. Ça aurait été clairement bizarre. Ouais, et puis de toute façon, il faut s'attacher à des personnages. C'est ce que je dis souvent, c'est que des fois, tu peux avoir la meilleure histoire du monde. Si t'es pas attaché au personnage, en fait, tu passes totalement à côté de l'œuvre. Tu peux passer à côté. Alors qu'au contraire, si on arrive à te faire aimer des personnages, derrière, tu peux accepter des trucs un peu moins bons, finalement, parce que t'es juste content de suivre tes personnages. Donc quand il y a l'alliance des deux, c'est juste parfait, quoi. Et du coup, c'est vrai que cette première partie sert à ça. À se mettre à apprécier ce personnage, cette petite histoire d'amour mignonne, etc. Pour ensuite, aller là, par contre, on bascule dans l'horreur et vous nous suivez, quoi. J'ai retenu justement des phrases
de la communauté juive là, pour la projection à Milan que je trouvais assez intéressante. Il mettait, par exemple, là c'est Roberto Benigni qui l'a dit, mais les juifs m'ont félicité d'avoir fait un film sans haine avec légèreté, alors ils pouvaient établir un rapport différent à l'Holocauste. Parce que c'est vrai que généralement, quand tu parles des camps de concentration, du nazisme, c'est toujours de la haine viscérale, c'est toujours des films violents, ce qui n'est pas le cas là dans ce film. Et comme tu le disais tout à l'heure, c'est un film poétique. Et il y a même quelqu'un qui a dit « Ce film beau et nécessaire nous permet de nous pencher sur l'enfer des camps sans sombrer dans la folie. » Et je trouve que cette phrase, elle est trop belle. C'est exactement ça. Du coup, vu que c'est pas violent, et vu que là, Roberto Benigni l'a dit lui-même, vu qu'il voulait pas exhiber la violence, il voulait juste la suggérer. Et d'ailleurs, on le voit juste une fois. Il y a une scène où on voit tous les corps qui sont empilés les uns sur les autres. Quelle horreur. Mais c'est horrible. Et en plus, il y a un petit peu de brouillard et tout, donc c'est un peu bizarre. C'est un peu irréel, je trouve. Ouais, c'est vrai, Dans toute cette poésie, tu as ce moment un peu cette vision cauchemardesque. Oui, c'est vrai. Même si tu le sais, nous, en tant qu'adultes, on le voit. Et là, à ce moment-là, d'ailleurs, l'enfant ne le voit pas parce qu'il est en train de dormir, je crois. Ouais. Donc, c'est assez intéressant de l'avoir fait comme ça. Je trouve que c'est bien aussi, en fait, de... Là, pour le coup, il a pris, encore une fois, une situation extrême, les camps de concentration, mais d'arriver à le suggérer. Vrai, parce que justement, je trouve qu'il y a quand même des comédies sur la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu quand même énormément de films. Et je pense, par exemple, La Grande Vadrouille, etc., avec De Funès. Mais il y a beaucoup de comédies avec des nazis, mais où tu sais, les nazis sont un peu tournés au ridicule finalement. Mais c'est vrai que des comédies dans les camps de concentration avec les déportés, c'est quand même beaucoup plus rare. Il y a des films comme La Liste de Schindler, etc., mais qui sont des full drames, c'est pas du tout drôle. Mais des films avec des nazis marrants, il y en a pas mal, mais quand ça bascule du côté des camps de concentration, alors il y en a sûrement, mais c'est vrai que j'en ai pas en tête qui me viennent comme ça. Et puis en étant comme ça, en fait, en ne montrant pas directement, je trouve, tout ce qui se passe. Et on en revient à ce qu'on disait au début, c'est que là, je pense réellement qu'un enfant peut le regarder. Là, tu regardes ce film avec les yeux d'un enfant, t'auras pas cette violence exacerbée qui est la réalité des camps de concentration. Tu l'auras pas. Et donc c'est assez intéressant, ça c'est une sacrée prouesse. Et c'est là ce qui a été justement applaudi à Milan, encore une fois. C'est vrai que c'est la poésie de ce film. Et donc c'est très fort. C'est pour ça qu'il y a du brillant. C'est un film qui fait passer tellement de messages. J'en reviens un peu à l'humour qu'il y a aujourd'hui, qui est beaucoup plus verbeux. Il y a beaucoup d'humour qui sont assez engagés, tu vois, politiquement, pour attaquer, pour trucs comme ça. Et là, de voir un film avec un humour clownesque, donc c'est vraiment de l'humour très grand public, très de situation, qui pourtant en fait est au service d'un sujet tellement puissant et de messages aussi grands. C'est vrai que je trouve la prouesse est vraiment cool, quoi. Ouais, bref. Ouais. Ouais, mais et l'idée qu'il a eue pour faire le film, c'est assez marrant parce que c'est vrai que j'ai pas précisé. Donc c'est Roberto Benigni qui a réalisé, donc lui qui était en tant qu'acteur principal. Mais pour le scénario, il n'était pas tout seul. Il a coécrit le scénario avec un écrivain italien et qui est donc aussi scénariste, qui s'appelle Vincenzo Cerami. Et c'est avec ce Vincenzo, lors d'un petit repas dans un restaurant, qu'ils ont eu l'idée en fait de ce film. Enfin, l'idée principale, c'était de Roberto. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est que pendant ce repas, il a dit à son pote, Vincenzo, qu'il voulait faire une comédie dans quelque chose d'extrême, justement. Incarner un comique dans une situation extrême. Et il s'est dit, le truc le plus paradoxal, un camp de concentration. Ça serait pas mal. Et il a commencé à faire une impro comme s'il était dans un camp de concentration et que, voilà, qu'il faisait des... Alors, je sais pas ce qu'il a fait exactement comme scène d'humour. Et sauf que Vincenzo, il a fait non, mais là on arrête, on arrête tout. Et c'est après en fait, ils y ont réfléchi et ils se sont dit pourquoi pas le faire avec un petit garçon. Et là du coup, l'idée en fait, ça serait que les scènes d'humour seraient en fait tout simplement pour protéger le petit garçon. Et là, Vincenzo, il a fait là ça passe. Et là, ils ont travaillé sur le projet, et c'est comme ça que le projet est arrivé. Mais à la base, Roberto Benigni était parti dans un délire sans enfant. C'est ça que ça passait.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Et c'est comme ça que ça s'est construit le concept, et donc je trouve ça assez énorme. Même pour le choix du petit, hein, parce que le petit donc s'appelle Giorgio Cantarini, Ok. il a 5 ans. Ok. Il joue très très bien. Et Je trouve. Ouais, Mais t'as vu, d'ailleurs, ouais. juste une il joue- question. Tu l'as regardé en VO ou en VF? Eh non, je l'ai regardé en VF, ouais. Aïe, aïe, Je l'ai regardé en aïe. VF. Ah bah là, c'est ce que j'aurais dû le dire en partie non spoil. Par contre, c'est un film qui repose sur une performance d'acteur, donc en plus tellement typé en fait. Il y a tellement un style Benigni. C'est un film que je vous conseille de regarder en VO STFR, c'est juste génial comme ça. Ah ouais. La première fois que je l'avais vu, c'était en VF. Là, je suis passé vite fait en VF de temps en temps pour voir. Forcément, dès que tu écoutes en VO et que tu repasses en VF, tu trouves ça nul à chier. Hein, mais donc, je vais pas juger la VF. Je sais pas si elle est bonne ou pas. Tu as l'air de kiffer. Donc elle doit Ah, être moi très, j'ai adoré très la bien. VF, ouais. Mais je trouve Ouais. que ce genre de film qui repose sur une performance d'acteur, ça se vit en VO, je trouve. En plus, là, c'est tellement typé italien, etc., que tu es obligé de. Enfin, je sais pas. Moi, c'est pour le coup. Je vous le conseille en VO STFR. Ah, j'avoue, ça me donne envie de le revoir en VOSTFR. Ouais, bah oui, bien sûr. Ouais, pourquoi pas. Moi, je trouve, ouais. Ce genre de film, Ouais. t'es limite obligé, quoi. Ben le petit, là, pour revenir sur le petit, ils ont choisi quelqu'un qui joue bien, hein, clairement, mais qui a cette branche un peu. Ils voulaient un enfant un peu sauvage, comme Ok. disait Roberto Benigni, un peu timide. Mhm. Et du coup, pour qu'il joue dans le film, évidemment, ils ont fait un casting, et c'est Nicoletta Bracci, donc la femme de Roberto, Ok. qui a choisi ce petit. Ok. Quand elle a vu le petit, elle a fait « Oh, son visage, c'est un cadeau du ciel ». Il est pur. Et du coup, elle l'a choisi lui. Oh, il a la bouille. Il a une bonne bouille. Donc, bah, ça a matché. Il a Et du l'innocence, coup, hein, il a un visage innocent. ouais, voilà. Ouais, c'est ça. c'est ça, ouais. Et ils l'ont pris une semaine un petit peu avant le tournage. Ah oui. Pour un peu qu'il s'habitue. Ouais. Ok. Ah oui, non, oui, ils pour l'ont qu'il pas s'habitue sélectionné au- une semaine avant. Ils l'ont fait venir un peu avant. Non, oui. Ils l'ont sélectionné bien avant. Et après, avant le tournage, en fait, ils ont passé une semaine ensemble pour que le petit s'habitue en fait à Roberto et Nicoletta. Ok. Pour le bien, et Qu'ils surtout soient à l'aise, Roberto ouais, pour le c'est bien vrai du que film. 5 ans, je pensais qu'il était un peu plus vieux, tu vois. 5 ans, c'est impressionnant. quand même. Ouais. Punaise. Ouais, ils ont choisi cet âge-là dans le sens où le petit commence à comprendre quand même pas mal de choses. D'ailleurs, il posait certaines questions par rapport aux juifs, qu'est-ce qu'un juif et tout, vu que c'est le sujet du film. Mais c'était le choix de l'âge était important selon eux parce que à cet âge-là, ils croient un petit peu en tout. Oui. Et c'était plus facile en fait Bien pour sûr. voilà, pour qu'il joue, et après c'est assez drôle parce que par exemple quand Roberto Benigni disait couper à chaque fin de scène, le petit se protégeait le zizi, comme si on allait lui couper le sgag. Tu vois l'innocence du gamin. D'accord. Et du coup mais franchement le choix du gamin est top parce Ouais, que non, c'est clair. Ouais. ça marche. Hein. C'est vrai que c'est important. Ah bah oui, un film où il y a des gamins qui c'est jouent. important. Moi qui adore Star Wars. Ouais. J'ai toujours ce problème avec le petit Anakin qui jouait bizarrement. Et c'est vrai que ça peut te ruiner un truc. Hein, donc, Ouais, parce que c'est difficile et je crois que c'est Nicoletta qui disait ça que de toute façon pour les films le choix si tu joues avec des animaux ou des enfants en fait c'est compliqué. Ah, ça complique tu leur tout, demandes des ouais, fois c'est des performances qui sont difficiles. c'est sûr. Et donc là ils ont choisi un gamin franchement ouais c'était top. Et d'ailleurs on le voit pas comprendre concrètement Il ça comprend. pas- Non, ça mais a pas vraiment son importance. il dit à la fin que Ah oui, on voit off par contre. ouais, oui, c'est ça, vrai. on voit, bah, comme il est c'est un peu sa Ouais. version adulte, quoi. Qui, en C'est plus, ça. bah, il lui a sauvé de nombreux traumatismes, quoi, finalement, son père. Hmm. Et c'est vrai que c'est. Ouais. Bah d'ailleurs, j'ai trouvé, pareil, Roberto Benigni il avait dit lui-même, le fait qu'il décide de mourir, je pense que c'était essentiel. Mhm. Et selon lui, il se voyait pas en fait faire un film où à la fin ils se retrouvaient tous les trois ensemble sous le soleil de Toscane comme il dit et c'est magique, tout s'est bien passé, genre c'est un peu une happy end Ouais. alors qu'on parlait de concentration. Pour lui il était obligé de mourir, ça faisait partie du film. Ok. Je trouve que justement Oui, ça fait toute la force du on film, le dit c'est souvent, super important bah qu'il oui. meure. C'est en partie pour ça que le film est devenu culte, je pense.
et qui rend même le deuxième visionnage tellement nostalgique, limite. Mais ça, on le dit tout le temps. On en avait parlé quand on avait fait Titanic, etc. Faut pas hésiter, des fois, je trouve, à faire mourir certains personnages parce que ça donne une puissance au récit et une relecture en plus derrière, je trouve, qui est encore plus forte, qui est encore plus touchante. Et là, moi, en plus, je l'ai revu là, quand j'ai regardé des petites vidéos là, avant de faire l'émission. Là, et la scène où il marche, tu sais, comme un soldat pour faire rire son gamin. Là. Et c'est terrible. De revoir cette scène, en fait, limite, ça me touche. Parce qu'à ce moment-là, en fait, il sait qu'il va se faire exécuter. Mais sa dernière pensée, c'est de faire rire son gamin qui est caché dans la petite boîte. Et du coup, ça rend le truc... parce que je me rappelle plus, je crois que j'étais au courant qu'il se faisait tuer à la fin. Moi, j'ai jamais vu le film en ayant la surprise totale. Mais j'imagine... elle est facile à imaginer. Parce que moi, même là, en le revoyant, je voyais en fait le film potentiellement tourner comme une happy end. Parce que juste avant qu'il se fasse choper, il y a tout ce moment où ils disent que les Américains sont en train d'arriver, que les camps... Et du coup, tu sens quand même l'happy end d'arriver. Tu te dis, ah bah ça y est, ils vont être libérés, etc. Donc tu te dis, t'as l'espoir qui arrive, etc. Et puis, du coup, il cache son fils et il va essayer de chercher sa femme et du coup, il se fait choper. Mais c'est rapide en plus. C'est ça que j'ai trouvé formidable dans la réalisation, là. C'est que c'est ultra rapide. Il se fait abattre, on passe à autre chose. Il y a juste des notes de piano qui appuient le fait qu'il y a eu un truc dramatique qui s'est passé, mais on passe à autre chose. Et je trouve que ça donne ce côté... il s'est fait exécuter, mais comme je sais pas combien d'autres, en fait. C'est banal, en fait, d'exécuter quelqu'un. C'est ça. Et sauf que là, nous, c'est... Et encore une fois, tu ne le vois pas. Oui, en plus, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu le vois pas, mais... alors pareil, oui, c'est ce moment-là, quand il se fait exécuter, que je me suis dit, comment un gamin réagit, là? Parce que tu le vois pas, heureusement, mais je la trouve très... pas violente, mais très puissante comme scène. Et comme c'est une surprise, ça renforce quand même la violence du truc. Et c'est ce moment où je me suis dit, le gamin là, il prend comment parce que là, tu lui casses sa magie d'un coup. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Est-ce que le gamin comprend? J'ai juste ce moment-là, je me suis dit, après, faut discuter, quoi. Après, ça dépend de l'âge de ton gamin, etc. Mais il y a juste ce moment-là que je me suis dit. Oui, parce que tu regardes, il y a des Disney qui jouent sur cette dramaturgie. Quand tu prends le Roi Lion, tu prends... Oui, mais généralement, remarque, le Roi Lion, s'il est vénère. Je pensais à Bambi. C'est assez fort, quoi. Parce que des fois, Bambi, il tue les parents, etc. assez rapidement. Mais justement, assez rapidement, t'es pas attaché et tout. C'est pas le personnage principal, le parent, tu vois. Là, c'est quand même le parent. Le personnage principal, c'est rude, quand même. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est pour ça que regarde-le avec ta fille, comme ça, on saura. Elle sera peut-être traumatisée, mais c'est comme ça. C'est pour l'émission, pour... De toute façon, il y a film, je crois que le site, c'est le film pour les enfants. On le trouve facilement, en fait, en mettant sur Google ou n'importe. Film pour enfants, tout simplement, on tape. Et il y a un site, justement... c'est des experts qui se permettent de donner un avis un peu plus poussé sur un film, par exemple, tel que La vie est belle, même si c'est comme ça, de prime abord, dit tout public. Eux, ils vont mettre un âge, et même s'ils ne mettent pas qu'un âge, après, ils vont développer un peu le pourquoi du comment, quelles scènes peuvent être traumatisantes, etc. etc. Et justement, j'aurais dû aller voir, tu vois, pour voir ce qu'ils disent. Ça aurait été intéressant. Parce que, mais ça, je le conseille à tous les parents. Je crois qu'on en avait déjà parlé de ce site-là, mais c'est ultra utile. Quand tu sais pas trop si le film est-ce qu'il est pour les enfants ou non, est-ce que l'âge... Ou même si tu as envie de regarder un film avec tes gamins, mais que tu n'as pas vu, parce que tu n'es pas obligé de regarder que des trucs que tu connais. Ouais, voilà, tout à fait. Au moins pour savoir si c'est adapté, quoi. C'est vrai que c'est cool, quoi. Après, ça a tendance à spoiler, par contre. Parce que vu que ça s'est développé, si tu veux... t'as pas un avis rapide, tu vois. Si, après tu peux, oui. T'as l'âge, si tu veux pas te faire spoiler, t'as le truc déconseillé au moins de 12 ans, par exemple, et là tu sais que... après, comme souvent, de toute façon, c'est ce qu'on dit, c'est que de toute façon, il faut regarder le film avec ton enfant. Tu vois, je vais pas mettre ma fille devant La vie est belle, toute seule. Bon, allez, tu mates La vie est belle ce soir, moi je vais... C'est ça. Je vais aller dehors. Tu vas te faire la ligne verte, et puis tu seras bien, là. Tu vas passer une belle soirée. C'est clair. C'est clair. Non, mais voilà. En tout cas, c'est un film... Parce que le message, du coup, de cacher la réalité à un gamin pour lui éviter des traumatismes, etc., moi, je trouve que c'est un message qui même peut faire réfléchir en tant qu'adulte. Parce que j'ai l'impression qu'en tant qu'adulte, en fait, on fait exactement l'inverse.
à se nourrir avec les chaînes d'information, les JT, tout ça, on fait exactement l'inverse de ce qui se passe dans le film. Au lieu de se cacher la réalité avec des belles choses pour éviter de voir les trucs horribles de la vie, c'est l'inverse. Au lieu de voir les choses belles de la vie, on se nourrit de trucs atroces qu'on n'a pas besoin de savoir tout ce qui se passe dans le monde. On n'a pas besoin de savoir toutes les atrocités. Il y a largement plus de choses très positives qui se passent dans le monde, tu vois. Donc c'est un choix qu'on fait de s'imposer ça. Même si des fois on est dicté un peu, le cerveau il aime le sang, on dit que c'est atroce, il aime ce qui est négatif, etc. Mais finalement on est un peu addict, on a envie d'avoir nos petites sensations de tiens il y a une fusillade là-bas. Tu sais, il y a toujours un délire un peu malsain du cerveau. Mais il faut s'en rendre compte de ça. Et moi, je sais que ça fait pas mal d'années maintenant, je suis les infos, bien entendu, mais de manière très lointaine. Je suis au courant de ce qui se passe, mais déjà, je regarde plus les JT à la télé. J'ai pas besoin d'avoir des images. Je sais qu'il y a des émeutes en ce moment. J'ai pas besoin d'avoir les images qu'on a toujours vues, des voitures en feu, des trucs comme ça. Parce que je trouve que ça s'ancre encore plus dans ton cerveau. Donc je suis au courant de ce qui est en train de se passer, mais j'ai pas besoin de me regarder des dizaines d'heures de vidéos de voitures qui crament ou j'en sais rien, tu vois. J'ai pas besoin de ça. Et je trouve que du coup ce film c'est vraiment l'inverse total de ce qu'on fait en tant qu'adulte. Alors que finalement on devrait continuer de faire un peu comme avec les gamins parce qu'on s'éviterait des traumatismes même en tant qu'adulte, quoi. Exactement, parce que là, si tu reprends le film, si le gamin aurait vu son père survécu, tel qu'il est la réalité, il aurait survécu, il aurait eu un traumatisme, dans quel état, un gros stress post-traumatique. C'est ça. Ouais, c'est ça. Il aurait eu des crises de panique, des crises d'angoisse tout au long de sa vie. Ça l'aurait choqué à vie. Et là, à la fin, en plus, il a la chance d'avoir le char d'assaut qui était promis lors de ce jeu avec tous les points. Donc, ce qui est assez énorme, c'est beau ce moment, c'est ultra poétique. C'est ça. Et tu vois dans les yeux de gamin ça pétille, tu dis, enfin, j'ai vraiment le char. En plus, le gamin croyait pas réellement son père. Oui, c'est à ce moment-là, il le croit totalement. Oui, il le croit totalement. Et du coup, il s'en rendra compte que des années plus tard, quand il va grandir. Voilà, c'est ça. Et ça, je trouve ça encore plus beau, le geste du père qui n'est pas compris par son enfant sur le moment. C'est ultra touchant, je trouve. Et que c'est le gamin des années plus tard, en grandissant, qui va comprendre ce que son père a fait pour lui. Et c'est ça. Je trouve ça tellement touchant. Mais c'est là l'importance de son geste. Mais après, comme tu disais là juste avant, en fait, c'est ce qu'il fait, mais c'est super dur. Ce qu'il fait, mais donc là, évidemment, c'est dans un camp de concentration, donc c'est exacerbé. Mais je trouve même dans la vie de tous les jours, dans une vie lambda, sans parler d'un camp de concentration, être comme il est, aussi joyeux, aussi bienveillant, en toutes circonstances, et je trouve que c'est admirable en fait. Oui. Et c'est ça, moi, qui m'avait marqué quand j'étais gamin sur sa personnalité. Je trouve que c'est beau, et j'aime en fait l'idée d'être comme ça continuellement, d'être joyeux, mais de façon authentique, comme ça, constamment. Je trouve ça magnifique en fait. Et le personnage me touche pour ça. Et là, dans ce film, évidemment, c'est la version exacerbée de ce qu'est ces personnages. Et je trouve que c'est beau parce que c'est un peu le fait, on en parle, on en a déjà parlé, mais quand t'es bien en fait dans ta peau, t'as pas besoin de, ça respire autour de toi en fait. C'est comme un virus qui se propage, qui illumine. Voilà, c'est ça. C'est clair. C'est ça. C'est clair. T'arrives à faire sourire les autres et c'est le plus beau quoi. Des fois moi, c'est ultra difficile. Moi, tu sais, je t'ai toujours dit, j'adore ces personnages. J'en avais parlé, l'émission Dr Patch avec Robin Williams. Que je vous conseille aussi d'écouter cette émission d'ailleurs, et même de regarder ce film, Dr Patch. C'est pour ça que j'ai fait un peu le lien avec Robin Williams aussi tout à l'heure. Il y a ce côté, j'adore ces personnages ultra bienveillants, qui sont juste bons en fait, ils ont juste envie de répandre de la joie, etc. Et je trouve ces personnages moi j'adore ce genre de truc. Ça peut paraître gnangnan ou je sais pas quoi, mais c'est vrai que j'adore ce genre de personnages, quoi. Je trouve qu'ils font du bien, quoi. Ouais, mais et pour le coup, moi je pense que c'est au contraire en fait. Moi, celui qui nous dirait que c'est gnangnan, je trouve pas, parce que c'est dur. En fait, c'est dur d'être comme ça. C'est pas facile. Oui, tu dis, le cerveau, il est. Qui vont te dire, ouais, mais c'est gnangnan, la vie, c'est pas les bisounours, c'est le truc. Bah ouais, voilà. Mais justement, faut ouvrir les yeux, la vie, c'est pas. Ah bah... Ouvre les yeux, puis chope ton stress là, et ta crise cardiaque à 40 ans. Oui, et puis bon,
Là, il est dans un camp de concentration, donc je pense qu'il sait, pour le coup, dans le film, que la vie est difficile. Bon, évidemment, encore une fois, c'est une fable, mais c'est... Ouais, mais du coup, aussi, ça qui tu est vois, ce fort. côté fable, je trouve qu'aujourd'hui, tu sais, on parlait de ceux qui relèvent que les défauts des films, les petites incohérences, les trucs, et qui jugent un film là-dessus. Bah, je trouve, en fait, Mhm. peut-être qu'aujourd'hui, on n'ose plus assez faire des vraies fables où l'incohérence, en fait, fait partie de la narration. Là, le fait que Char d'Assaut arrive pile poil à la fin, il y a plein de Oui. trucs. Voilà, si t'as envie d'être pointilleux, tu fais, c'est complètement débile. Pourquoi ça arrive ça? Pourquoi il fait ça? Mais en fait, c'est pas ça le message du film, c'est pas le but du film. Et du coup, des fois, c'est vrai que je pense qu'il y a des scénaristes, des réalisateurs qui sont tellement dans le stress de comment ça va réagir à la moindre incohérence qu'ils essayent de faire un truc ultra cohérent, où on ne pourra rien critiquer, Ouais. mais forcément on arrivera toujours à trouver des détails, et du coup ça paraît encore plus con quand on sent qu'ils essayent d'être cohérents mais qu'en fait ça ne l'est pas. Vaut mieux assumer totalement, et puis tu racontes ton histoire, tant pis si... Mais c'est vrai que c'est pas évident maintenant avec ce qui marche au cinéma, etc. C'est justement les univers interconnectés, que ce soit chez Marvel, chez Star Wars, Mhm. du coup, ils peuvent pas se permettre ce genre de truc dans ce genre d'univers. Mais du coup, c'est vrai que c'est dommage parce que des histoires comme ça où bah, t'as pas besoin en fait de réfléchir à tous les détails. C'est pas le but du film en fait. On n'est pas là pour te raconter. un Ouais, c'est truc, ça, c'est ça. Comme si t'étais bridé, en fait, par le fait de vouloir de faire un truc ultra réaliste, Ouais, c'est ça. alors que... Alors que c'est pas du tout le Ouais, but. il faut Quoi. pas. Et le message peut être Ouais, tout aussi ouais. puissant et au contraire encore plus puissant, je trouve. Parce que c'est un de mes films, je pense, préférés sur la Seconde Guerre mondiale. Je dirais. Ouais, je pense aussi. Et le plus enfin déjà le plus original, ça c'est clair et net. Ouais. Mais je pense que oui. Ouais. Parce que malgré tout, en plus, ouais, ça parle de choses réelles. Même le fait qu'il faisait du savon avec les corps. Ouais, c'est vrai, il donne plein les corps d'infos qui brûlés. sont réelles. Ouais, c'est vrai que ça, c'est un truc de ouf. Ouais. Et qu'il tourne à la Et en plus, rigolade en disant mais t'es fou. Ouais. Ouais. Cette scène, elle est folle aussi, ouais. Et si... Quand il dit à son enfant, mais quand même, du savon avec des humains, mais quand même, ouais, ça paraît complètement incohérent. Oui. Et ce qui est beau d'ailleurs, c'est que son collègue, enfin son voisin, on va dire, de chambre Ouais. prisonnier, là, joue le jeu lui aussi. Oui, du coup, il comprend. C'est assez touchant aussi. Non, ou la Ouais. scène, la scène la mieux, je pense, la plus culte de tout le film, c'est avec le nazi qui explique les règles du dortoir et qui à côté. Mais Ouais. ça, mais en plus, j'étais vraiment plié de rire à ce moment-là. J'ai vraiment trouvé cette scène. Il y a un mélange de plein de trucs parce que tout le monde comprend, tous les déportés, ils comprennent ce qui est en train de se passer, sauf le gamin, bien sûr. Et lui, il a, en plus, l'impro. Enfin, c'est pas de l'impro, du coup, tout est écrit, bien entendu, mais dans le Oui. film, c'est de l'impro, tu vois. Bah, je trouve la scène là, elle est culte. Hein. Bah, c'est la scène préférée de Roberto. Ouais, bah, C'est sa scène préférée, celle qu'il a tournée. Mais j'avoue, ouais. Et limite, en plus, ce que j'ai trouvé cool, c'est qu'on s'est. Dès que ça parle allemand, je crois qu'on n'a pas de sous-titres. Et non, oui. Parce que moi. Bah, moi, du coup, en VF, je l'avais pas. Oui, t'avais pas. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Est-ce que toi, avec la VF, t'avais des sous-titres? Non. Que nous, donc en VO, j'avais les sous-titres du coup quand ça parlait italien, mais dès que ça parlait allemand, je les avais pas. Et du coup, ça rentrait dans le délire justement où tu comprends pas du tout ce qu'il dit l'allemand, mais t'es à la même place que le gamin du coup. Qu'est-ce qu'il dit? Mais tu comprends qu'il est en train de dire du coup pas du tout ce que l'allemand est en train de dire aussi. Oui, tout à fait, ouais. Non, cette scène, j'ai adoré. J'ai adoré aussi la scène. Ça, c'est le genre de truc, je sais plus où je l'ai vu, mais je l'ai vu dans d'autres films, ce genre de scène, et à chaque fois, ça me touche, je sais pas pourquoi. C'est la scène où ils vont, je sais pas ce que c'est un petit avant-poste ou je sais pas quoi, pour parler dans le micro. Et puis il fait hey, ma princesse, je t'aime, etc. Tu sais, dans tout le camp, ça résonne dans tout le camp de concentration. Ah oui. Et je sais pas pourquoi, Ouais. le fait de prendre un risque totalement démesuré, du coup, il y a même pas trop de conséquences, du coup, alors qu'ils ont fait un dinguerie, tu sais. Mais, et que la femme, du coup, elle l'entende et bah, que ça soit touché. Elle entend son fils et son mari, puis son mari qui a ce ton tout le temps enjoué, alors que ça fait peut-être des semaines qu'ils sont dans ce camp. Et ça, ce genre de scène me touche à chaque fois. Voilà. Ça, c'est la petite Ouais, surtout recette. que là, si vous c'était- voulez me plaire, faites ça dans vos films. Ouais, surtout que c'était vraiment bienvenu. Inconsidéré juste pour faire rire quelqu'un ou le faire sourire, lui redonner de l'espoir. Je trouve ça, je sais pas, j'adore. Ouais, c'est ça. Parce que là, avant cette scène, justement, où il parle à Nicoletta, enfin à Dora, Et le elle pense film, que son qui fils est s'appelle mort Dora. du coup, en plus. Ouais, voilà, c'est ce ça. moment-là, Et du coup, elle l'entend, et ça la réjouit, on voit l'espoir dans son visage. C'est ça. Donc c'est là que c'est fort, en fait, chez tous les acteurs, hein, parce que il y a même la scène où il tourne
la musique, tu sais, t'as le haut-parleur qui est en plein, en fait, dans le camp de concentration. Oui, exact. Et c'est la musique d'ailleurs du début, hein, c'est la musique de la comédie italienne qu'on a dans la première partie. D'accord. Et c'est beau, je trouve que c'est là pareil, quand tu vois Dora, c'est touchant. À chaque fois en fait le visage des personnages suffit à te toucher. Puis, même quand le petit garçon, ouais. Non, vas-y, continue. Même le petit garçon, quand il sourit face à l'interprétation de son père quand il traduit l'allemand, je trouve que c'est génial. Et juste le petit sourire du garçon, Oui, bien sûr, ouais. ça marche en fait. Tu te rends compte et du coup à chaque fois c'est en train de marcher et le gamin, du coup, oui, c'est vrai que tu participes au fait d'être complice avec Benigni. Et quand tu vois que le gamin il rentre dans le jeu et que ça le fait rire et tout, c'est vrai que ça te touche de se dire bon, c'est bon, ça marche, on est en train de lui épargner un truc atroce. Non, c'est trop bien pensé, je trouve. Non, c'est beau, c'est beau. Mais encore une fois, c'est les personnages qui font ça. Ouais, il m'a touché. De toute façon, le film m'a touché. Et je trouve que tu peux faire... ça te fait une analogie à tout, en fait. T'as envie, en fait, de respirer le bonheur, comme ça, de cultiver le bonheur pour faire sourire très proche, de la même manière qu'il le fait, lui, dans un camp de concentration. Encore une fois, quand tu le dis, ça paraît totalement fou. Ouais, mais tu vois l'effet positif que ça a, même dans un truc aussi extrême, quoi. Alors, appliqué dans la vie de tous les jours, de toute façon... Ouais, c'est ce qui est... Voilà, après, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est pour ça que le personnage, en plus d'être drôle, il a une force, en fait. Il a un courage. Quand il est rendu de son pseudo-boulot où il portait des enclumes et qu'il est fatigué, et qu'il doit quand il retrouve rôle, son fils... son rôle, ouais. Il arrive à sourire. Il n'y a aucun moment dans le film où on le voit... tu sais, par exemple, en train de craquer à un moment, il pourrait craquer en dehors des yeux de sa femme et de son fils. Ah ça oui, aurait pu oui. être un délire, mais à chaque fois on le voit pas. Même si on arrive à l'imaginer, qu'il est, à mon avis, quand il travaille, etc. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on le voit travailler, c'est quand son fils arrive, donc on le voit pas en train de travailler. Comment il est quand il n'y a pas son fils qui le regarde, tu vois. Il n'y a pas du tout ça dans le film. Ça, c'est intéressant aussi comme choix, je trouve. Parce que il y aurait pu avoir une scène un peu touchante, justement. Je sais pas si ça aurait rajouté ou pas de la force. De voir une scène, tu vois, où par exemple il se met à chialer et puis tiens, son fils arrive, hop, bonjour mon fils, tu vois, il y a un truc comme ça. Ouais, c'est vrai. Je sais pas si ça aurait apporté de la force ou pas. On va dire que non, parce que le film est tellement touchant comme ça qu'ils ont dû y réfléchir, j'imagine, et que la recette était mieux comme ça. C'est comme ça, peut-être que cette image, justement, c'est ce qui est touchant. Il y a une scène. Ouais. Il y a une scène, alors il pleure pas, mais il se décompose. C'est quand t'as le médecin nazi, du coup, tu sais qu'il ausculte tout le monde. Oui. Et en fait, quand il arrive devant Roberto, voilà, ils se reconnaissent en fait. Oui, ils se parlaient à l'hôtel. Des énigmes, oui. Voilà, c'est ça. Et du coup, après, on sait pas pourquoi, mais du coup, ce médecin va inviter Roberto à servir les nazis dans un truc un peu prestigieux, on va dire dans l'hôtel de luxe des nazis. Et tu sens que Roberto, il pense que ce médecin va l'aider à sortir. Mais pas du tout. La douche froide, en fait, quand tu comprends que c'était pour l'énigme. Oui, mais c'est ça qui est brillant. Horrible. Non, mais c'est marrant, en fait, parce que ça montre aussi à quel point les nazis pouvaient être déconnectés, en fait. Ouais, voilà, aussi. Où là, oui, Roberto, lui, il pensait vraiment que il m'a reconnu, il y a de la sympathie, il a dit qu'il fallait qu'il me parle discrètement, etc. Direct, il pense, il va m'aider à m'échapper parce qu'il me connaît, tu vois. Ouais, et voilà, non, en fait, tu te rends compte que le médecin, il y a même pas pensé, en fait, parce que c'était normal t'es juif, donc c'est normal que tu sois là à cette place. Donc juste, non, moi je voulais te parler pour résoudre une énigme, tu vois. Et ça montre la déconnexion. Ouais, ça aussi, c'est brillant quand même. Ouais, cette scène, elle est forte. Ouais, tout à fait, ouais. Et c'est justement aussi à ce moment-là que tu vois qu'il se décompose. Je trouve que c'est assez touchant. Il se décompose et après il va voir son enfant qui a eu la chance de pouvoir manger avec des enfants nazis. Oui. Cette scène, elle est assez marrante. Et du coup, je trouve que c'est assez beau. Mais encore une fois, il l'avait dit là, pour le film. De toute façon, lui, les touches réellement de dramaturgie, il peut pas le faire. Et c'est vrai que c'est encore une fois, c'est Nicoletta qui a la larme à l'œil sur certaines scènes. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on l'a pas eu. Peut-être qu'il se sentait capable de... Je sais pas après, mais peut-être que s'il se sentait capable de faire ça, il l'aurait peut-être fait. Mais je trouve que rien que le visage décomposé face à ce médecin, comme tu dis, qui est déconnecté,
ça, c'est fort, c'est assez puissant, je trouve. Donc, surtout qu'au début, je me suis dit que ça pourrait être un personnage intéressant, parce qu'il y avait des nazis, en fait, qui se retrouvaient presque à être forcés d'être nazis. Il y avait un peu ce truc-là, et là, au début, tu as l'impression que lui, alors pas du tout, en fait, hein, mais qui est un peu forcé, et qu'en fin de compte, il va aider Guido, mais il peut pas faire plus que ça. Bon, en fin de compte... pas du tout, mais bon. Ouais, mais voilà. Je trouve du coup c'est intéressant de présenter aussi les nazis de cette façon-là, d'être totalement endoctrinés. On n'est pas genre méchants, on n'est pas des méchants. C'est qu'ils sont totalement endoctrinés et du coup ils voient le monde totalement différemment. Et du coup lui, ça lui a même pas effleuré l'esprit de l'aider à s'échapper. C'est ça. Il est dans son délire d'énigme. Lui, il a continué sa vie. Hein. Il y a des gens qu'on a déportés, etc. Moi, j'ai continué ma vie, tu vois. Et c'est vrai que c'est intéressant de présenter ça sous ce angle parce que c'est aussi assez original, je trouve, quand même. Ouais, surtout qu'il il le reconnaît même pas. Hein. C'est vrai que quand il va l'ausculter, c'est pas moi, de l'impression que j'ai eue, c'est pas qu'il ignore Guido, c'est qu'il ne le reconnaît pas, tellement il est ailleurs. Peut-être qu'il voit pas Guido comme un déporté, en fait. Il se rend pas compte, c'est au moment où Guido, je crois, sort l'énigme, que là, il tilte. Oui, bien sûr. Et que du coup, il l'invite, mais pour pas grand-chose, du coup, mais bon. Et pareil, il y a une scène que j'ai bien aimée aussi, et à chaque fois, c'est sa façon de se sortir un peu d'un problème. C'est quand son petit, il lui avait dit, surtout ne parle pas. Tu ne dis aucun mot quand tu seras avec les... Exactement. Bon, il dit pas avec les autres enfants nazis, mais il dit ne dis aucun mot. Donc le gamin ne dit rien. Et à un moment, il dit merci. Et là, du coup, ça met le doute dans le serveur. Et le serveur va chercher quelqu'un, un haut gradé, du moins un supérieur hiérarchique. Et quand ils reviennent tous les deux, t'as tous les gamins qui disent merci. J'ai trouvé que c'était génial. L'idée de faire dire merci à tous les... Oui, ils disent gracias, du coup. Ils disent tous merci. Ok. Ouais. Oui, voilà, ouais. Oui, je trouve ça génial. Oui, je me suis dit, mais comment il va faire ? Comment il va faire pour se sortir de ce pétrin Et là, l'idée énorme. Bon, il se fait juste remonter les bretelles, mais je trouve que c'est la force du personnage. Quoi. C'est sûr. Bon. Non, mais très beau film. C'est clair que... Et après, il y a une scène qui était dans la... Enfin, qui est un peu l'intermédiaire entre la première partie et la deuxième partie, qui m'a assez impressionné. Je sais pas, toi d'ailleurs, c'est le train. Je trouve que visuellement, le train, c'était ultra quali. Ouais. Parce que c'est pas des effets spéciaux. Hein. Et en me renseignant, du coup, grâce au bouquin que j'ai avec le DVD collector là, de La vie est belle, tu te rends compte qu'il y a un gros travail derrière. C'est ce qui est intéressant un petit peu dans les rétro-découvertes. Ah, ça, c'est dans le making-of, les efforts qu'ils ont fait pour faire certaines scènes. On en avait parlé pour Once Upon a Time. Enfin, il était une fois en Amérique. En Amérique, ouais. Où il y a certaines scènes qui sont impressionnantes par rapport à ça, le nombre de figurants, etc. Ouais. Et là, pour le train, ils ont construit une voie ferrée, parce qu'à l'endroit où ils ont réalisé le film, il n'y en avait pas de voie ferrée. Okay. Donc ils ont construit une petite voie ferrée. Donc ils ont demandé à plein d'ouvriers de faire une bonne dalle de béton, des bonnes grosses fondations, parce que le train qu'ils ont mis sur cette voie ferrée est énorme. C'est un vieux train pour respecter un petit peu la temporalité de la Seconde Guerre mondiale. Et il y a eu 2 jours de transport pour amener le train du lieu où ils l'ont pris en fait jusqu'à cette voie ferrée. Et je trouve que cette scène elle est impressionnante. Je sais pas, mais encore une fois parce que je pensais que le film était plus vieux que 98. Ouais. Donc quand j'ai vu cette scène, je fais c'est pas mal quand même. Mais en fait 98 c'est pas si vieux en fin de compte. Oui, c'est sûr. Mais bon quand même. C'était le début de la 3D, mais à Hollywood, pas du tout dans les autres pays. Hein, donc ouais, parce que Jurassic Park, t'avais raison, c'est 93. Hein. Oui, c'est ça, ouais. C'est bien 93. C'est ça. Donc voilà, quoi. Voilà. Et du coup, oui, le dernier truc, c'est vrai qu'on aurait dû peut-être plus en parler en première partie, mais un truc que j'ai adoré dans toute la première partie, justement, c'est cette montée de l'horreur petit à petit, où tu t'en rends compte au tout début. Tu sais, quand il dévale avec la bagnole et qu'il passe avant alors je sais même plus c'est quoi, c'est une sorte de haut gradé nazi ou je sais pas quoi, qui arrive, et tu sais, toute la foule le prend pour le nazi.
Ah, mais cette scène, elle est énorme. Ouais, mais je trouve ça énorme parce que déjà c'est ultra drôle, mais en plus c'est que ça te présente directement le contexte politique. Ah oui. Voilà. Et après, directement dès qu'il arrive, on voit que son oncle s'est fait agresser. Sauf que sur le coup, en fait, on t'explique pas pourquoi, je crois. On dirait que c'est juste des voyous qui viennent l'agresser pour lui voler des œuvres d'art ou on sait pas trop quoi, c'est comme il avait l'air d'être. Ouais, surtout riche, que l'oncle, il fait vite passer le truc, ouais. Ouais, c'est ça, il dit non, mais il a pas envie d'en parler. C'est pas grave, c'est pas grave. Et en fait, au fur et à mesure de la première partie, jusqu'au moment où son cheval, du coup, se fait taguer, où il y a marqué sale juif, ou je sais plus ce qu'il y a marqué. C'est vrai. Et ben là, tu te rends compte qu'en fait, il se faisait pas agresser par des voyous, je sais pas quoi. En fait, c'était le début des agressions envers les juifs, en fait. Et ça, j'ai trouvé ça assez énorme, parce qu'en fait, toute la première partie te montre une montée, en fait, d'un régime nazi, et du coup, de trucs jusqu'à la déportation, justement. Ça monte petit à petit, où au début, c'est juste des agressions, où il y a des juifs qui se font agresser par d'autres gens, parce qu'ils commencent à être un peu matrixés. Et je trouve, toute cette première partie, tout le fond, est ultra intéressant à la seconde lecture quand tu analyses tout ce qui se passe petit à petit. Et enfin bref, c'est trop bien écrit, je trouve. Tu sens le mal qui est en train de s'installer petit à petit. Et justement, je trouve que ça donne une leçon de se dire que des fois on laisse passer des choses alors qu'on sait très bien que c'est les prémices d'un truc beaucoup plus qui va faire qu'amplifier, en fait, tu vois. Et voilà, du coup j'ai trouvé ça très intéressant. Donc c'est vrai que cette première partie, qui peut être qu'une sorte de petite histoire d'amour, etc., un peu romantique, je trouve qu'il y a en sous-texte, il y a un truc très très fort, quoi. On parle souvent du coup de la deuxième partie, parce que là c'est évident, tu vois, et je trouve que cette première partie, elle a quand même oui, puis des choses, quoi. Il commence déjà à ce qu'il fait dans la deuxième partie avec son fils, il le fait déjà dans la première partie, parce qu'il y a la scène justement où il passe devant un magasin, et je crois que sur le magasin il y a écrit interdit aux juifs et à autre chose. Et déjà là, Guido il est au courant, en fait, de ce qui se passe, il fait pas semblant, mais déjà là pour son fils il dit oh non mais il y a nous aussi sur la librairie on va mettre interdit aux je sais plus ce qu'il dit, aux araignées et aux Wisigoths. Ah voilà, c'est ça, aux araignées et aux Wisigoths, donc déjà et voilà, déjà il fait de l'humour. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça fort, c'est va expliquer, t'es juif, va expliquer qu'il y a des gens qui interdisent leur magasin aux juifs. Va expliquer ça à ton gamin de manière sensée, même c'est trop dur, quoi. Tu peux pas, en fait. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que j'ai trouvé ça très 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 cool. Et puis là, d'ailleurs, un petit peu après, quand il se fait toujours un peu dans cette progression un petit peu du nazisme, où ils font un petit peu un recensement, en fait, pour voir qui est juif et qui ne l'est pas. Tu sais, ils vont chercher Guido dans la librairie. Ouais. À un moment donné, il y a deux... d'ailleurs, oui. Deux nazis. Il y a juste un truc, désolé, je te coupe. Il y a une scène que j'ai mal compris. Alors, je sais pas si tu l'as mieux compris. C'est la scène où il y a cette dame qui vient dans la librairie et qui dit demain, il y a ta grand-mère ou je sais pas quoi. Elle lui donne de l'argent, je crois. Enfin, et après, elle repart et en fait, on n'entend plus parler de cette grand-mère derrière. J'ai pas compris c'était quoi exactement. Alors, cette dame-là, c'était la grand-mère, du coup. Okay. Et on la voit, en fait, venir... enfin, si j'ai bien compris. Et on la voit venir le lendemain avec Nicoletta, enfin Dora, la femme de Guido. Et sauf que quand ils arrivent toutes les deux... Ah, c'est juste ça. Okay. Voilà. Okay. Mais du coup, c'est un peu bizarre, parce que j'ai pas compris cette grand-mère-là, elle est blonde aux yeux bleus. Okay. Je sais pas si c'est pas elle, en fait, qui les a balancés. Alors, je sais pas. Ouais. Je sais pas, alors peut-être que c'est une interprétation. Il y avait un truc particulier et après on passe directement à la déportation et c'est vrai que j'ai fait mince. Alors du coup c'était quoi cette scène? Donc j'ai eu ce petit... Ouais, alors on sait pas trop, est-ce que c'est pour nous faire croire que la vie va continuer, en fait, le lendemain, alors qu'en fait Guido et son fils sont emmenés, ou est-ce que c'est avec la déportation dès le lendemain? Peut-être, ouais. Okay. Peut-être, ou peut-être qu'elle est complice de quelque chose. Ouais, peut-être qu'elle est complice. Je me suis posé la question. Pourquoi du coup elle n'avait jamais rencontré son petit? Est-ce que du coup ça indiquerait peut-être que en fait elle est nazie et du coup quand elle a appris que sa fille sortait avec un juif, elle a décidé de plus les voir et c'est peut-être pour ça qu'elle avait jamais rencontré son petit-fils, peut-être, je sais pas. Peut-être, ouais. Donc, peut-être. C'est genre elle a donné non mais c'est intéressant, ouais, que c'est vrai que j'ai ouais.
que tu mettes le doigt dessus, parce que pareil, je me suis posé la question, pourquoi il y a une importance, quelle est cette importance? Est-ce que c'est pas elle qui les a dénoncés du coup alors? Ouais. Parce qu'elle arrive pile poil en plus après en fait que Guido a été emmené par les deux. Ouais, c'est vrai, ouais. Les deux nazis. Donc je sais pas en commentaire. Ouais, ce que vous en pensez, ouais. Parce que c'est. Parce qu'après on la voit plus cette grand-mère. Hein. Du coup, Dora décide de partir avec. Parce qu'on voit le grand-père du coup avec de Guido dans le camp avec lui, et le grand-père qui se fait tuer d'ailleurs quand ils appellent les enfants et les personnes âgées, je crois. Et donc, oui. C'est vrai que ouais. Pareil, il se fait tuer, mais c'est tellement pas rapide, mais c'est glissé comme ça tout seul. Tu le vois le personnage en première partie, là en deuxième partie, d'un coup il disparaît. Tu sais même pas vraiment s'il est mort ou non, mais encore une fois, tu le supposes. Quelle horreur, quoi, putain. Ça paraît tellement surréaliste. Je sais pas. Ouais. Je trouve que c'est, voilà, mais même pour présenter les camps de concentration, moi j'ai trouvé ça super intéressant. Parce que bon, il a, pareil, les camps de concentration en lui-même, c'en est pas un, hein, il l'a créé de toutes pièces, même s'il s'est inspiré un petit peu de l'architecture de certains camps de concentration, dont un en particulier en Italie, mais j'ai plus le nom. Mais j'ai plus le nom, ouais. Donc voilà, encore une fois, même si c'est pas historiquement tout à fait fiable, il n'a pas fait ça n'importe comment, mais bon. Mais ouais, mais justement, cette scène là où il y a la grand-mère, juste avant quand Guido il part, il fait son fameux jeu de jambes, encore une fois là. Oui, il marche, tu sais, il lève les genoux là. Ce qu'il fera aussi à la fin, quoi. À chaque fois en fait qu'il se fait emmener par un nazi, il fait pour faire ce truc là pour rassurer son enfant. Méchant, quoi. Oui. C'est ça. Quelle horreur. Ah, il est fort ce petit Guido. ouais. Ah, c'est un bel exemple. Non mais je trouve que ce film est un exemple de bienveillance et de quelque chose qu'on devrait essayer de faire, même pour nous en fait. Quand tu le fais pour les autres, faire sourire quelqu'un, ça te fera sourire. Laisser passer quelqu'un en voiture en faisant un sourire, la personne te fait un sourire, ça c'est un petit truc, mais c'est une magie qui s'opère. Ah, ça c'est vrai, de toute façon. Puis à l'inverse, les personnes qui font que ronchonner, que râler, t'as envie de les fuir aussi. Tu fais, c'est bon, tu me pourris ma journée. Tu sais, il y a des gens comme ça où tu parles 2 minutes avec eux, ils font que de se plaindre et ça te mine le moral, tu vois. C'est exactement l'inverse là dans ce film, et c'est vraiment un conseil, oui, carrément, hein, clairement. Bon. Voilà. Et c'est un peu pour ça qu'on a fait ce podcast d'ailleurs à la base. mais trop, oui, c'est vrai que j'ai. C'est un peu, ce film, c'est un peu c'est la mascotte, c'est la mascotte de Coin du Feu. Non, mais voilà, c'est vrai que c'était cool d'en parler de ce film en rétro-découverte. Je pense qu'il était vraiment à la limite des rétro-découvertes. Parce que du coup, on l'avait déjà vu. À la base, les rétro-découvertes, on a dit qu'il fallait qu'on soit des films qu'on connaisse pas du tout. Et d'ailleurs, il va falloir qu'on se bouge. C'est vrai. Parce que le premier, on l'a fait, c'était quoi c'était au mois de novembre, je crois. On en a pas refait depuis. Ouais, en plus, on s'était dit. Justement, ça doit nous motiver, blabla. Mais à chaque fois, en fait, après, il y a trop de trucs si, parce que ça fait voir. quand même plusieurs semaines, voire quelques mois déjà qu'on a La Vie est belle en ligne de mire. Parce que tu avais le DVD, tu disais, ça, faudra qu'on se le fasse en rétro-découverte. Et c'est vrai que dans ma tête, vraiment, je me disais, mais je sais pas, pour moi, c'est un film des années 80. Je n'aurais jamais pensé que c'était 98, quoi. Je crois qu'il est même sorti en 97 en Italie, je crois. Et en 98, après en France, un peu partout, quoi. Mais donc voilà. Mais bon, on va le classer quand même en rétro-découverte, parce que c'est un film qu'on conseille à tout le monde, et puis qui a quand même une architecture un peu datée, ça dénote totalement avec les films qu'on peut voir aujourd'hui, je trouve. Ouais, peut-être que parce que c'est italien, tout simplement, ce qu'on disait au début du podcast. Je pense que... Désolé, Roberto Benigni, mais c'est un film rétro-découverte. C'est un vieux film. C'est un vieux film. Alors, voilà. C'est beau. De toute façon, là, Roberto Benigni prendra la parole juste après nous pour... Qu'est-ce que tu vas nous préparer pour parler de son prix. Pour parler de son prix et du fait qu'il soit heureux. Alors, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter de particulier peut-être par rapport au film. Écoute, non, je pense qu'on a fait globalement le tour de tous les sujets que je voulais traiter, donc non, c'était plutôt cool. Moi,
je vais citer un truc qu'on avait dit qu'on ferait, mais c'est vrai qu'on ne le fait pas tout le temps. J'ai relevé un avis sur Halluciné. Punaise, oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'à une époque, les premiers qui nous écoutaient, à la fin de chaque émission, on faisait une citation qui était souvent inventée. Hein. Mais oui, des fois, la une vraie citation aussi. Et c'est vrai qu'à un moment, mais ça n'a pas duré longtemps, ça a dû durer une émission. où on lisait, c'était quoi? On lisait un commentaire élogieux. Un avis, ouais. Ouais, c'est ça. Okay. C'est ça. C'est ce que je voulais faire ce soir. Ok, bah vas-y. Un truc qu'on a fait. C'est vrai qu'on a fait qu'une seule fois. Quoi. Oui, alors que c'est pas compliqué. Oui, c'est vrai. Bon, après, ça dépend. On est débordé. Il y a tellement de choses à dire parfois que on oublie des fois des petits détails comme ça. Donc, du coup, là, c'est Roub I. Voilà, qui nous a fait ce petit commentaire élogieux. Il a mis 5 étoiles sur 5. Okay. Il a mis un film à la sincérité désarmante, d'une poésie rare, d'un même personnage rêveur et clown invétéré. On va se trouver face à deux tons bien distincts. Tout d'abord, la rencontre et la séduction de son épouse, partie plus légère, mais fourmillante d'idées et ressemblant à un conte de fées loufoque. Et à la deuxième partie, où il se trouve enfermé dans la barbarie et utilisant sa fantaisie pour protéger son fils de l'horreur qui l'entoure. Un sujet casse-gueule, mais traité d'une main de maître. Un savant dosage des émotions et des séquences inoubliables. Une fulgurance qui laisse une trace indélébile. Voilà. Et je trouve qu'il a pas tort. C'est non, beau. C'est beau. C'est beau. Moi, j'ai une autre critique, si tu veux. Donc, c'est une critique de Schmiff Meuf que je trouve très intéressante. J'avais vu ce film à sa sortie en salle et je devais être l'un des seuls qui n'applaudissait pas à la fin du film. D'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi certains gens applaudissent dans une salle de cinéma lambda. Comment quelques grimaces et pantomimes peuvent-elles masquer à un enfant l'horreur de ce qui se déroule devant ses yeux? Certains parlaient de magie et de poésie au sujet de ce film. Il faut le croire que je ne suis sensible ni à la magie, ni à la poésie. 0,5 sur 5. C'est ouf. C'est vrai que c'est marrant aussi, ces avis ultra négatifs sur des films cultes. C'est le mec. Le mec, ah non, j'ai pas aimé le film parce que comment c'est possible qu'un enfant croit non, c'est faux, film de merde. Aïe, 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 c'est marrant. Bah oui. Ah, se gâcher le film, c'est se gâcher le film. En plus, ça fait du mal à Roberto Benigni, du fait qu'on est... Pour lui, ça vient du cœur, et le fait qu'on n'aime pas son film, apparemment, bah, enfin, il l'a dit à lui-même, ça le touche au plus haut point. Il comprend pas, et il peut comprendre, mais ça le fait bien chier. Ça le fait bien chier. Ah si, et d'ailleurs, il y a un petit truc qu'on n'a pas dit, c'est que Bon, c'est un petit détail, hein, mais le numéro de prisonnier... son numéro de prisonnier, donc à Guido, est un hommage à Charlie Chaplin. Ok. C'est le même numéro sur l'uniforme de Charlie Chaplin. Ok, que dans le film. Le dictateur. Ok, d'accord. Ok. Ouais. Okay, et d'ailleurs, ça m'a donné envie de le voir. Ce film de Seconde Guerre mondiale, c'est vrai que j'ai parlé de Louis de Funès et tout, mais on pense forcément au premier avec Charlie Chaplin. Et bah là, ça aurait été une rétro-découverte. Pourquoi pas? Là, Charlie Chaplin. Je l'avais vu moi à l'école il y a longtemps, le dictateur. Et moi aussi, ça. Mais ça remonte. Là, c'est vraiment de la rétro-découverte très très rétro là. Ah oui, clairement. Ouais. Pourquoi pas un jour? Pourquoi pas faire une. Pourquoi pas? Parce qu'il y a des choses intéressantes à dire sur Charlie Chaplin. Hein. C'était pas les mêmes mœurs qu'à l'époque. Il y a des délires. Hein. Il y a des délires. Je sais pas si t'es au courant de tous les. C'est vrai. De plein de trucs sur lui qui sont assez. Voilà. Bref. Pourquoi pas un jour Charlie Chaplin en 2 films. Bah, c'est beau, c'est beau. C'est beau. Bon, bah, sur ce, les amis, comme d'habitude, on le dit à chaque fois en fin d'émission, mais bah, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Laissez des commentaires si ça vous a plu. 5 étoiles si vous voulez, évidemment. Des pouces bleus. Partagez. Et voilà, souriez. Dites-nous ce qui vous rend heureux. Et partagez du bonheur aux autres. C'est la conclusion de ce film, c'est ce qu'il faut faire. La vita è bella. La vita è bella. Je trouve que le nom en italien est tellement beau. J'adore. Voilà. Je trouve que c'est plus beau que la vie est belle. La vita è bella. Et on terminera sur ça.
Voilà. Allez, ciao. Salut. Vous vous considérez comme quoi? Comme un artiste comique, comme un continuateur de la Commedia dell'arte? Pour reciter Fellini, il disait que vous étiez dans la lignée des Harry Langdon et des Buster Keaton. Mais ça sont des exemples qu'on doit dire merci beaucoup, parce que sont des choses, sont les choses les plus importantes dans la comédie de tous les temps, non? Mais quelle était la question? La caméra va s'arrêter, les lumières vont s'arrêter aussi. Vous allez être pareil, le même? Vous êtes toujours comme ça? Cette étincelle qu'on parlait, peut-être que l'énergie infinie, oui. Oui. Mais non, il y a des moments, un côté sombre nous appartient et nous avons besoin de ça aussi, non?